La culture et l'éducation pour prévenir la radicalisation. On va plancher sur cet important dossier à Québec au cours des 3 prochaines journées. La directrice générale de l'UNESCO qui co-organise avec le Québec l'événement, Mme Irina Bokova, sera notre invitée dans quelques minutes. Même dossier, mais cette fois bien avant qu'on ait radicalisé certains esprits. Est-ce que la philosophie, le discours philosophique ne peuvent pas, lorsqu'ils sont pratiqués par les jeunes enfants, l'école primaire ou secondaire, éviter une dérive vers le dogmatisme? On en parlera et d'initiatives québécoises et françaises en cette matière. À compter d'aujourd'hui, donc, et pendant 3 jours, 450 élus, spécialistes, chercheurs, penseurs sont réunis à Québec. Le gouvernement de la province et l'UNESCO organisent cet événement où on réfléchit notamment sur le rôle d'Internet, mais pas uniquement, forcément, on va déborder, mais c'est vrai que la radicalisation, la dissémination d'idées qui font parfois des ravages très important, à l'ère du numérique, c'est plus les mêmes données qu'il y a 20, 30 ou 50 ans. Pour essayer de comprendre un peu les objectifs, les attentes de l'événement, notre invitée, la directrice générale de l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle est dans nos studios de Radio-Canada à Québec. Madame Irina Bokova, bonjour. Bonjour. Autant de monde réuni au même endroit, et en plus ce sont des gens qui planchent à longueur d'année sur ces questions-là. Est-ce que vous avez effectivement de grandes ambitions pour ces 3 jours de réflexion, ou on est dans un processus plutôt qu'autre chose? Je dirais que nous avons des grandes ambitions. Il faut rappeler que cette conférence fait la suite à la toute première conférence internationale donnée sur le sujet la jeunesse et Internet, combattre la radicalisation et l'extrémisme que nous avons organisé l'année passée. Et je veux dire qu'avec le Canada, nous avons une collaboration très étroite. On avait déjà discuté cette question avec Madame Saint-Pierre, Christine Saint-Pierre, la ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, car le Québec et le Canada en général a fait un travail très intéressant dans ce sujet. Il y a un phénomène nouveau, nous devons le reconnaître. Nous avons des inquiétudes sur les manifestations d'intolérance et d'extrémisme violent qui effectivement menacent beaucoup de sociétés, qui menacent la paix. C'est un phénomène mondial, c'est un phénomène tout nouveau. Et comment éduquer les gens, comment prévenir plutôt l'extrémisme et pas seulement donner séquence à des expressions, les résultats. C'est cette conférence, c'est l'essence de cette conférence. Alors, nous considérons que nous pouvons créer tout un réseau des institutions partenaires sur notre auspice de l'UNESCO. Et il y a beaucoup de recherches. Il y aura des ministres, il y aura des maires. On va discuter aussi les villes, le milieu urbain, l'extrémisme, l'inclusion sociale et aussi beaucoup de recherches. Il faut comprendre quelles sont les racines, quelles sont les raisons de cet extrémisme et comment après donner des réponses pertinentes. Oui, parce que la réponse sécuritaire, par exemple, augmenter l'appareil de surveillance, les forces policières, les outils aussi pour essayer de dépister les traces de gens qui sont en dérapage, c'est une chose, mais on peut pas se contenter de ça. D'ailleurs, c'est après le fait et il est trop tard. Est-ce qu'effectivement, c'est vraiment beaucoup plus tôt, et lorsqu'il n'y a pas encore de phénomènes graves, mais des questions qui sont pas abordées dans la société, dans l'école, dans les familles, c'est là qu'il faut intervenir. L'UNESCO, dans ce sens-là, est au premier rang. Je partage entièrement votre opinion parce que nous considérons que c'est dans les banques des écoles que ce travail doit commencer. Nous avons déjà fait beaucoup de travail mais il faut continuer sur le manuel scolaire, sur l'éducation pour les droits humains, pour certaines valeurs. Effectivement, nous avons lancé l'année passée lors du travail des Nations Unies l'adoption de l'agenda 2030 sur le développement durable. Et là, l'objectif 4 sur l'éducation. Et pour nous, c'est pas seulement l'accès à l'éducation, mais c'est la qualité de l'éducation. Ce sont les valeurs de l'éducation. Une éducation pour le citoyenneté globale. Et je dois dire que ça résonne très profondément, je crois, avec les objectifs du gouvernement canadien, parce que l'année prochaine, on va organiser ici en mars à Ottawa une grande conférence sur l'éducation pour le citoyenneté
global. Et comment préparer les enseignants. Nous avons publié notre première guide directive pour les enseignants, comment prévenir l'extrémisme violent. Nous travaillons avec les textes, les manuels scolaires. C'est tout un travail avec les communautés, avec la famille, comme vous dites, c'est la prévention. Je crois que le plus important et qui résonne très profondément avec notre travail à l'UNESCO, c'est la prévention. Et c'est aussi l'engagement de la jeunesse, y compris, parce que cette conférence touche l'Internet, les nouvelles technologies. Je crois qu'il faut donner aussi la réponse à cette manière, je dirais, de diffuser l'extrémisme. Est-ce qu'il y a, Madame Bokova, des leçons tirées de l'histoire? Je pense à ça parce que vous êtes d'origine bulgare. Vous avez été représentant de votre pays dans plusieurs organisations internationales avant et après la disparition du mur. Et c'est à l'intoxication de part et d'autre. Ça va vous rappeler des souvenirs. Nous, en tout cas, on est intoxiqués à plusieurs égards. Ce qui se passait dans les pays de l'Est, c'était une chose et la réalité qu'on nous projetait en était une autre et vice-versa. Il y avait donc quelque chose dans l'incommunication, dans l'incompréhension qui nourrissait des gros dérapages et parfois on est passé proche de la catastrophe entre Est et Ouest pendant longtemps. Est-ce qu'on n'est pas, même si là c'est au plan des individus, mais devant quelque chose qui est un peu semblable? Je dirais oui et non, parce que à l'époque, il y avait les grandes divisions, la guerre froide. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, l'extrémisme, c'est dans nos sociétés, c'est dans nos communautés. Et c'est pourquoi c'est plus difficile, même aujourd'hui, de donner certaines réponses. Il y a aussi, comme j'ai dit, les nouvelles technologies. Il y a toute la nécessité d'une alphabétisation culturelle, comme nous disons. Il faut comprendre, il faut respecter, mais en même temps, il faut pas négocier avec les droits humains. Et c'est là que je trouve la dignité humaine, les droits humains, la compréhension mutuelle est tellement importante. Mais avec les nouvelles technologies, et j'insiste parce que ça joue un rôle aujourd'hui dans les deux sens. Les opportunités sont immenses, mais comment changer le langage, comment donner une autre réponse plus positive avec certaines campagnes à travers les réseaux sociaux. Nous avons lancé il y a 2 ans notre grande campagne Unis pour l'héritage. C'est contre la destruction du patrimoine. Oui. Et c'est parmi les campagnes les plus réussites, je dirais, dans notre histoire de l'UNESCO. Il y a des millions de gens, plutôt, ce sont des étudiants qui s'intéressent, qui partagent leur opinion sur la culture, les diversités culturelles. C'est important. Mais je dirais qu'avec Canada et le Québec, dans ce sens, on mène un travail extrêmement importante. Je mentionne que avec le centre de recherche CELAT, c'est le centre interuniversité culture, art et société de l'université Laval ici à Québec, nous menons une recherche sur le comportement dans la région du Sud Méditerranée qui sera mise en disposition très prochainement dans les 3 langues, arabe, français et anglais, et c'est de voir comment utiliser les plateformes Internet de jeunes, comme nous avons déjà pas mal de projets, pour un langage positif, pour un langage qui est tolérant, qui reconnaisse la diversité et en même temps réunit ces jeunes autour de certaines valeurs universelles. Oui, elles existent, ça c'est sûr. Et effectivement, on peut pas abandonner les médias sociaux aux seuls radicaux, c'est pas possible, ça serait vraiment baisser les bras de façon un peu trop bête. Et en même temps, il y a certaines études récentes, je sais pas si vous avez une opinion là-dessus, qui moi en tout cas me secouaient un peu. On a souvent décrit par exemple les radicalisés qui vont jusqu'à quitter leur pays pour aller rejoindre des combattants, faire le djihad, etc., comme étant des gens souvent peu éduqués, en tout cas sous-scolarisés, avec peu d'espoir, situation économique et familiale difficile. Or, il semble que ce soit pas toujours le cas et qu'il y a beaucoup de gens qui au contraire ont psychologiquement, mentalement, culturellement les outils pour réfléchir, mais le font alors avec ces outils-là. C'est une autre clientèle. Est-ce que c'est une chose à laquelle il faut s'attaquer aussi?
Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que il y a plusieurs raisons. Il n'est pas seulement une raison pour la radicalisation des jeunes. Personne n'est né extrémiste et c'est ça l'enjeu. Il y a bien sûr l'exclusion sociale parfois, mais il y a beaucoup de gens, comme vous dites, éduqués. Et c'est pourquoi nous considérons que c'est pas seulement l'éducation stricte, c'est quel type d'éducation, c'est quelle éducation de qualité, c'est quelle valeur au sein des écoles, des systèmes éducatifs pour qu'il y ait plus de respect, le comportement, plus, je dirais, de interaction entre les différentes communautés, différentes cultures et diversité culturelle dans beaucoup de sociétés toujours représente un enjeu. Et je crois que c'est ici au Canada avec votre expérience qui nous donne le bon exemple d'une diversité qui est positive, qui est regardée comme positive pour, je dirais, la croissance économique, l'inclusion sociale, vivre ensemble, parce que finalement, nous parlons de comment vivre ensemble. Et je crois que le Canada peut nous donner beaucoup de bons exemples, beaucoup de bonnes politiques. Il nous faut, je dirais, cette pensée positive et en même temps une action positive dans ce sens. Et j'espère que cette conférence est une opportunité davantage de partager cette expérience avec beaucoup de pays, parce qu'ici nous avons des représentants de plus de 25 pays des différentes parties du monde et j'espère que cette conférence sera d'une manière très positive, va nous guider pour le futur. Et on aura l'occasion d'en entendre beaucoup parler sur notre antenne au cours de ces prochaines journées. Il y a beaucoup d'émissions qui y sont consacrées. Je rappelle que Irina Bokova est directrice générale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle était dans nos studios de Québec aujourd'hui. Madame Bokova, merci et puis bon séjour ici. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci Catherine. Ça a été une excellente idée qu'on regarde ensemble d'où vous venez et ce que vous avez mis en place et comment vous y avez réfléchi. Et c'est pas terminé, hein? C'est ce que j'entends. On a à peine planté des graines et on va voir comment les plantes poussent en étant passionnés par la différence. Et c'est comme ça qu'on lutte contre le dogmatisme, contre la pensée radicale, etc. C'est en laissant l'enfant se poser des questions puis penser par lui-même. On vient d'entendre quelques secondes d'un échange qui aura duré en fait près de 4 heures. Un événement qui s'est déroulé dans une école de la Rive-Sud de Montréal, l'école secondaire Agora pour la nommer. Étaient réunis là quelques professionnels québécois et français du monde de l'éducation. Et au menu de la rencontre, la mise en place d'un côté comme de l'autre de l'océan, d'un projet pilote, un projet philo-jeune destiné aux 5-16 ans, un projet qui vise à mettre le dialogue philosophique au service de l'éducation aux valeurs démocratiques. C'est un projet qui est parrainé par les commissions canadiennes et françaises de l'UNESCO et qui sera d'ailleurs associé à la chaire UNESCO en philosophie pour enfants qui sera créée, inaugurée à Paris le 18 novembre prochain. Akli Haït Abdallah, bonjour. Bonjour Michel. Vous avez assisté à cet échange-là de 4 heures que j'évoquais tout à l'heure. Vous étiez aux côtés de la fondatrice et responsable du projet. C'est une Québécoise, elle s'appelle Catherine Audrin. J'étais là pendant toute la durée de l'échange, 4 heures justement, aux côtés de Catherine Audrin qui a longtemps œuvré pour la défense des droits des enfants, notamment au sein d'un organisme de la région de Montréal, la Traversée, qu'elle a elle-même fondée il y a plus de 20 ans, déjà avec l'idée de recourir à la philosophie pour prévenir à la violence. Alors c'est une approche qui est connue, qui a depuis longtemps ses théoriciens, ses adeptes, parmi lesquels le philosophe et pédagogue américain Matthew Lipman, considéré comme l'un des principaux développeurs de la philosophie pour enfants et auteur d'une méthode qui porte d'ailleurs son nom. Vous vous souvenez de l'attentat contre le journal satirique français Charlie Hebdo, évidemment, c'était en janvier 2015. Cet événement a été pour Catherine Audrin un moment déclencheur de toute la réflexion autour de Philo-Jeune, qu'elle a voulu donc construire autour de la prévention, comme un outil de prévention du dogmatisme, du fanatisme et de la radicalisation, rien que ça, et même un peu plus. On l'écoute. Charlie Hebdo a été un déclencheur, surtout par rapport à ce que j'ai entendu après dans les écoles. Par exemple, dans la région de Marseille, il y a eu un jeune enfant qui aurait, il était très jeune, qui aurait dit que c'était pas si grave que ça. Et là, l'enseignante a paniqué, ça a été judiciarisé. Et je me dis, mon Dieu, il faut aider. Il faut aider ces jeunes-là et il faut aider les enseignants. Parce qu'un enfant qui exprime quelque chose, des fois, il en comprend pas la portée.
Donc qu'on l'ait judiciarisé, pour moi, c'est triste, parce que justement, c'est de pas coerciser la parole. Au contraire, c'est de pouvoir faire en sorte, ah oui, tu penses que c'est correct, ben dis-moi pourquoi, donne-nous des exemples de pourquoi c'est correct. Et là, ensuite, les autres vont discuter. Donc, on commence à libérer la parole autour de ça plutôt que de l'interdire tout de suite et puis de rester avec quelque chose d'angoissé pour l'enfant et pour l'enseignant. C'est là où j'ai vu l'importance de ce nouveau projet qui s'appelle Philogène, de comment on peut aider les jeunes et les adultes, comment on peut les soutenir à faire en sorte que ces situations-là deviennent vecteurs, en fait, de discussions sur des choses très profondes, très difficiles, pouvoir prendre une distance eux-mêmes et pouvoir laisser l'expression des jeunes et pouvoir en faire quelque chose de constructif à l'intérieur d'une société qu'on appelle démocratie et qui, bon, évidemment, dans l'idéal, c'est aussi de voir comment on peut vivre ensemble. On a des valeurs différentes, on a des croyances différentes, c'est les enjeux de la radicalisation, mais au-delà de ça, il y a le vivre ensemble qui est important. Donc, comment on va accéder à cette communauté entre nous, de nos différences, à faire en sorte que ce soit une richesse. Et ça, c'est le pari de Philogène. Donc, aider les jeunes à se construire une pensée autonome, critique. Et dans ce but-là, évidemment, c'est de former des enseignants qui vont mettre en place des ateliers philosophiques pour en arriver au vif de ce qu'on souhaite développer, la posture démocratique et le jugement critique en lien avec cette capacité d'être une personne autonome, mais qui s'inscrit dans qu'est-ce que c'est être un sujet à l'intérieur d'une démocratie. La voix de Catherine Audrin, fondatrice et directrice du projet Philogène. Alors, le projet, pour l'instant, 7 écoles secondaires au Québec, des écoles pilotes, une trentaine en France, et bientôt, ça c'est très intéressant aussi, l'arrivée d'écoles primaires dans l'aventure, donc beaucoup plus jeunes encore. Atli, alors, avec ces enfants, très jeunes parfois, est-ce qu'on va les abreuver des textes de Platon, d'Aristote, de Socrate? J'imagine que non. Alors, des textes de Socrate, sans doute pas, mais le dialogue au sens socratique, évidemment, certainement. On veut donc amener les élèves à débattre, à thématiser, à argumenter, à raisonner. La classe se transforme en une communauté de questionnement philosophique. Elle devient un espace de réflexion collective où s'exerce le respect de la parole de l'autre, de l'opinion de l'autre. Alors, la violence, la paix, croire, savoir, douter, conviction, certitude, liberté. Je vous lance comme ça dans le désordre quelques concepts que les jeunes vont avoir à remuer. Pour faire court, l'enseignant reçoit lui-même une formation au dialogue philosophique et il part de fiches pédagogiques que l'on va croiser par exemple avec des événements dont les jeunes ont envie de parler. Parmi les concepteurs ou les architectes du matériel pédagogique et notamment de ces fiches, le français Jean-Charles Pétier, professeur de philosophie et docteur en sciences de l'éducation, on l'écoute. Voilà, ça c'est la fiche Croire et Savoir. Bon voilà, elle est bâtie sur le même modèle que les autres fiches qui existent et celles qui vont être bâties. C'est-à-dire qu'il y a une partie pour les enseignants où on décrit finalement des éléments conceptuels qui vont les aider à animer les échanges. On leur propose des plans de discussion avec un certain nombre de questions possibles. Je crois que Dieu existe. Est-ce que c'est une croyance religieuse? Est-ce que c'est une croyance athée? Vous voyez, on va leur permettre d'identifier le statut de ce qu'ils peuvent penser. Pourquoi croit-on ce qu'on croit? Le vrai et le faux, comment savoir? Quelle est la distinction entre un fait et une opinion? Entre la science et la religion? Entre le réel, l'imaginaire, le virtuel? Bon, voilà. Après, derrière ça, on va avoir un certain nombre de situations-problèmes qui sont proposées et qui vont nous permettre d'interroger les élèves. Par exemple, on dit à des enfants, l'autre jour tu te promenais dans la rue et puis tu as vu ton professeur sortir de tel bâtiment religieux, qui peut être une mosquée, une synagogue ou une église, ou peu importe, ou un temple, et puis finalement tu te poses des questions parce que quand tu es en classe, le professeur dit non, on n'aborde pas telle question religieuse, ou bien non, je souhaite pas que vous parliez de ça en ce moment. Et finalement, la prof, elle a l'air elle-même d'être croyante. Alors comment ça se fait? C'est possible d'être croyant et puis de dire à ses élèves, et du coup on va se dire mais c'est quoi être croyant? On va réfléchir à des questions qui peuvent être liées à la laïcité ou au respect des différences. Donc l'élève va donner un certain nombre d'affirmations une fois que la situation a été posée, et ces affirmations vont être problématisées. On va soulever les problèmes que ça soulève, soit que les élèves le fassent spontanément en disant oui mais tu dis ça, mais en même temps moi je pense que, ou moi je connais tel prof qui a fait telle chose, donc on va problématiser les choses, soit qu'ils le font pas, et à ce moment-là l'enseignant
par le biais d'aides qui sont fournies là, des types de questionnements qu'on peut soulever, va aider des élèves des fois à identifier en les nommant des concepts, par exemple, des distinctions qu'ils opèrent, avec l'idée de fond qui est d'élaborer les éléments d'une pensée complexe, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que finalement le monde est à interroger, tout n'est pas simple, tout n'est pas si simple que ça, et se dire mais on peut en discuter, on peut être très respectueux, je peux ne pas croire en quelque chose et respecter celui qui croit. Le professeur de philosophie et formateur d'enseignants, Jean-Charles Pétier. Akli Haït Abdallah, parmi ces écoles qu'on évoquait tout à l'heure, là, les 7 écoles pilotes au Québec, il y a l'école secondaire alternative l'Agora, où avait lieu cet événement. Et vous avez constaté que l'équipe enseignante est plutôt contente, assez séduite, en fait, de l'arrivée de la discussion philosophique dans le cadre de son enseignement. C'est ce que j'ai senti, effectivement. L'idée de ce projet, c'est qu'il peut être pris en charge par tous les enseignants de français, d'histoire, de sciences, en éthique et culture religieuse aussi, bien sûr. Et il ne s'agit pas de l'enfermer à l'intérieur d'une case horaire précise ou d'une matière en particulier. Isabelle Proulx, professeure de français et de cinéma à l'Agora, suivie de la directrice de cette école secondaire alternative, nous dit comment elle compte s'y prendre. À l'école, ce qu'on a choisi de faire, c'est de former une équipe avec notre directrice, avec une conseillère pédagogique qui est aussi animatrice de vie spirituelle qui nous accompagne et moi. Mon premier rôle, ce que je sens, ça va être d'essayer de multiplier nos connaissances, puis de multiplier nos expérimentations pour pouvoir justement les partager avec les collègues. Essayer de faire en sorte que les collègues adhèrent à ce beau projet-là, puisqu'on l'a compris assez rapidement en discutant tout à l'heure avec nos homologues français, que sans adhésion à cette idée-là de philo jeune, de discussion à visée philosophique, ben on n'avancera à rien. Donc, il faut que d'abord l'enseignant se mette dans cette situation-là, puis soit capable de vivre avec le fait que peut-être que dans une classe, on n'est pas le maître, on est un des participants, puis que la pensée d'un élève peut être aussi valable que la nôtre. À court terme, dans nos classes, ça crée aussi des liens véritables, ça facilite ensuite l'enseignement formel, si on veut, puisque si je suis capable d'ouvrir mon espace à une discussion de cette nature-là en philo jeune, quand je vais vouloir donner un enseignement qui soit peut-être plus frontal, l'élève aussi, il va savoir que parfois il y a beaucoup de place, d'autres fois il y a besoin d'entendre plus des choses qu'il connaît pas, mais il va pouvoir aussi questionner qu'est-ce que l'enseignant lui dit, essayer de former son savoir, essayer de se remettre en question au niveau de lui comme apprenant. Donc pour toutes ces raisons-là, je trouve que Philo Jeune est très positif. Alors je suis Francine Desorcy, directrice de l'école secondaire de l'Agora. C'est vrai que nos collègues français sont partis d'un autre type de prémisse. Ils avaient et ils vivent présentement des difficultés importantes et le mot radicalisation est vraiment présent dans leur langage. On voit que ils ont cherché ensemble des solutions aux problèmes qu'ils vivent, aux problèmes sociaux qu'ils vivent et en particulier qu'ils vivent dans leur milieu scolaire respectif. Nous, on ne vit pas le même degré d'intensité face à ces difficultés-là ou ces problèmes sociaux-là dans nos écoles, du moins dans la nôtre. Mais ça ne nous empêche pas de dire il faut mettre aussi en place des mécanismes qui permettent de faire de la prévention avec nos jeunes en prenant des éléments qui conviennent et en ajustant les autres. De là, quand même, l'adapter à notre situation québécoise et à notre milieu scolaire en particulier. La directrice Francine Desorcy et avant elle l'enseignante Isabelle Proulx, toutes deux de l'école secondaire l'Agora de Greenfield Park, donc sur la rive sud de Montréal. Et en fait, où nous retournerons bientôt, Akli, parce que vous promettez la prochaine fois de nous faire entendre les enfants au travail. Voilà, alors on va laisser le temps à Philo Jeune de mûrir un petit peu et puis on vous en reparle cette fois avec les enfants à l'intérieur d'un reportage. Akli Haït Abdallah, merci. Merci Michel. Nous revenons cette semaine sur la conférence tenue sous l'égide de l'UNESCO à Québec, dont on vous parlait dimanche dernier, autour de la radicalisation des jeunes et de l'Internet. Akli Haït Abdallah, bonjour d'abord. Bonjour Michel. Vous y étiez et vous en ramenez les mots de 3 des participants. En fait, 2 d'entre eux sont des femmes. Ce qu'ils ont en commun, ces participants, c'est qu'ils travaillent sur le terrain, chacun dans des réalités immédiates peut-être différentes, mais à terme avec le même objectif, lutter contre l'intégrisme et la radicalisation. Et le premier portrait que vous nous proposez, c'est celui d'un jeune Marocain venu de Rabat qui s'appelle Yassine Souidi. Yassine Souidi a 31 ans. Il est chercheur à la Rabita des oulémas du Maroc. On peut traduire Rabita par ligue. Les oulémas sont des théologiens, des savants de l'islam. Et cette institution, fondée par le roi en 2006, s'est donnée entre autres missions, c'est pas la seule, celle de faire la promotion d'un islam ouvert, d'un discours religieux modéré, notamment par le recours à Internet.
La Rabita va d'ailleurs prochainement lancer une plateforme numérique à destination des jeunes massivement présents sur le web. Yassine Swidi, qui œuvre au sein de l'unité de lutte contre les comportements à risque, créée en 2011, était à Québec pour évoquer cette initiative qui compte bien rejoindre des millions d'internautes. Une des causes principales que ces jeunes passent à la radicalisation, c'est la source d'information religieuse. Les jeunes, ils ont besoin d'une information très brève. Généralement, les savants au Maroc ou dans les pays arabes, ils ont un langage très soutenu. Ça veut dire qu'ils ont un langage avec de l'arabe classique, des termes qui sont un peu difficiles à comprendre. Et ces ulama, ils n'existent pas dans le virtuel. Ils n'existent pas dans les réseaux sociaux et l'Internet. Et c'est pour cela, la Ligue des ulama religieux au Maroc, nous avons développé une nouvelle stratégie d'intervention qui sont les ulama relais ou les savants relais. Ce sont des jeunes qui ont des licences et des masters en background religieux, ça veut dire en études islamiques, qu'on les ramène à notre institution pour les former en tout ce qui est compétences, communication, leadership et influence sur les jeunes. Et on invite ces personnes à aller travailler dans la communauté, ça veut dire dans les maisons des jeunes, dans les foyers féminins, dans les écoles, dans les universités. Et ces ulama, ce sont des jeunes qui existent dans les réseaux sociaux, qui existent sur le net et qu'il y a des moyens de communication avec les jeunes. Du coup, on essaie avec cette approche de lutter contre la radicalisation des jeunes et d'expliquer d'une façon correcte des versets de Coran ou bien du hadith, c'est la parole de prophète, pour éviter toute malinterprétation par d'autres personnes. Et c'est pour cela qu'on a créé le site web qui est shabab.ma, qui veut dire jeunesse. Jeunesse. Si un jeune a besoin d'une information religieuse, il peut rapidement aller sur Internet et trouver de l'information. Et s'il n'arrive pas à trouver la bonne information, il y a le forum dans le site web où il peut poser la question et les spécialistes vont le répondre, quel que soit religieux, psychologue, sociologue ou quelque chose comme ça. Il s'agit donc de couper l'herbe sous les pieds des prédicateurs qui pourraient, ma foi, influencer les jeunes de façon négative. Exactement, et c'est pour peut-être bloquer tous les prédicateurs informels qui se trouvent au bord des mosquées, dans la rue, qui essayent à chaque fois de recruter ces jeunes. Le moyen de communication maintenant avec la jeunesse, c'est purement l'Internet. Par exemple, qui ont 16 millions de comptes de Facebook pour des jeunes au Maroc. Alors, nous utilisons les réseaux sociaux, donc généralement c'est Facebook, Twitter, etc. Nous utilisons le YouTube comme notre interface pour notre chaîne TV, où on enregistre des émissions, des débats, etc. avec les jeunes et on le partage sur YouTube. Comme ça, c'est facile pour les jeunes d'y accéder. Si on ramène des jeunes pour discuter une thématique, par exemple le processus de recrutement des jeunes par les organisations terroristes, alors ce débat qui se forme d'un focus group ou se forme une table de réflexion, il sera enregistré sous forme d'une vidéo et posté sur la chaîne YouTube. Comme ça, on donne la possibilité que ces jeunes qui n'ont pas la possibilité de participer, de commenter et de mettre une réflexion au sein de notre site web. Oui, je suis d'accord avec le deuxième intervenant. Non, je suis pas d'accord parce que tel. Moi, j'ai eu l'occasion d'être recruté, etc., etc. Donc, ça donne un échange pour les jeunes et ça donne pour nous une plateforme de recensement de l'information pour bien choisir notre approche d'intervention sur le terrain. Yassine Swidi, chercheur à la Ligue des oulémas du Maroc, sur la nécessité de produire un contre-discours au discours extrémiste, notamment, pas exclusivement, mais notamment sur Internet, à qui on va quitter le Maroc et là se diriger France-Sud du côté du Niger. En compagnie de Maïmou Wali, la responsable d'un programme de prévention de la radicalisation violente chez les enfants des écoles coraniques dans la région du Sahel. Effectivement, tout un programme. Il faut savoir que le réseau des écoles coraniques n'est pas résiduel et qu'il concurrence très largement celui des écoles formelles. On y apprend dès un très jeune âge la récitation automatique du Coran et l'éducation religieuse que les enfants y acquièrent renforce peut-être la foi, mais prépare très peu à la vie active, en plus de les rendre très vulnérables au recrutement des groupes djihadistes qui se font compétition dans une région déjà marquée par la pauvreté. Maïmou Wali nous parle de son programme d'alphabétisation et d'appui pédagogique aux écoles coraniques. Il y en aurait près de 60 000 dans le seul Niger. Imaginez si on a au moins une moyenne de 50 enfants par école, combien d'enfants sont drainés dans ces écoles? Comment ça se passe concrètement, Madame Maïmou? Comment vous travaillez avec ces écoles coraniques?
Je dois dire, au début, ça n'a pas été facile parce que c'est un milieu assez fermé, assez réticent. La démarche, elle commence d'abord par toute une gamme de sensibilisation que nous menons à l'endroit d'abord des autorités coutumières, des autorités religieuses, les imams, parce que c'est eux qui contrôlent ces écoles coraniques. Avec les imams, j'avoue qu'au début, ça a été extrêmement difficile parce que pour eux, il n'était pas question de travailler avec les ONG qui sont financées par l'Occident. Et ils avaient cette perception, est-ce que les gens ne sont pas là pour transformer notre façon de voir les choses? Est-ce qu'ils ne sont pas là pour nous contrôler? Ça a été extrêmement difficile. Il avait fallu développer des messages clairs pour leur dire, nous sommes là, pas pour toucher sur les questions religieuses, ça c'est votre compétence, mais nous sommes là pour pouvoir aider les enfants à avoir le même droit à l'éducation que les enfants qui sont dans les écoles formelles. On a joué sur les questions de droit à l'éducation et nous avons presque signé un pacte moral avec ces imams pour leur dire, nous ne sommes pas là pour en tout cas introduire des choses qui vont aller à l'encontre de leur perception religieuse. De leur culture religieuse. De leur culture religieuse, voilà. Mais au-delà de l'alphabétisation, nous avons conçu également un certain nombre de manuels à l'intérieur desquels nous avons inséré des thématiques importantes sur les valeurs de paix, de non-violence, de la citoyenneté et de la démocratie. Parce que pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir aider les enfants qui sont dans le milieu des écoles coraniques à prendre connaissance de ces valeurs et à les intégrer dans leur comportement de tous les jours. On a commencé avec 10 écoles coraniques pilotes. Petit à petit, et maintenant nous sommes à plus de 150 écoles coraniques. Nous avons énormément de demandes qui sont là, qui nous attendent, que nous n'arrivons même pas à satisfaire. Et nous avons choisi et ciblé les zones stratégiques qui partagent une grande frontière avec le Nigeria. Donc je parle de Maradi. Nous sommes à Difa, qui est la zone frontalière avec le Nigeria, avec le fief de Boko Haram. Donc nous sommes également à Tilaberi, qui est une zone qui partage la frontière avec le Mali et qui subit au quotidien tous ces phénomènes également de la radicalisation et de recrutement. Donc avec les groupes islamistes comme AQMI, Al-Qaïda et tant d'autres qui se sont installés entre-temps. Dans toute la région du Sahel. Toute la région du Sahel. Donc pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir aller vers les jeunes qui sont dans les écoles coraniques au niveau de ces zones qui sont des zones fortement à risque. J'ai lu quelque part que vous aviez vous-même formé des imams. Justement, je suis formatrice en technique de communication non violente. J'ai organisé plusieurs sessions de formation des imams. Au début, ça n'a pas été facile parce que moi-même, je me disais, en tant que femme, comment est-ce que je serais acceptée dans ce milieu? Quand on est de dehors, on pense qu'il est difficile d'accès. Mais dès qu'on communique avec ces gens, c'est eux-mêmes qui ouvrent leurs portes. Parce que je me rappelle, lors d'une formation, j'étais derrière. Parce que dans la culture musulmane, les femmes sont derrière, c'est les hommes qui sont devant. J'étais derrière, j'ai parlé à basse voix. C'est même un imam qui me dit, Madame, mettez-vous devant. Vous avez la connaissance. Et Dieu même dans le Coran, il a dit, il faut respecter celui qui a la connaissance et nous sommes prêts à t'écouter. Très intéressant témoignage de la Nigérienne Maïmou Wali, responsable du projet d'appui aux écoles coraniques dans la région du Sahel. Et Akli, la troisième voix que vous nous faites entendre, c'est une voix venue de France, celle de Latifa Ibn Ziaten. Son fils Imad, un militaire français, avait été assassiné par Mohamed Merah le 11 mars 2012 à Toulouse. Je pense que le nom de Merah rappelle beaucoup de choses à nos auditeurs. Oui, Merah qui s'était aussi attaqué à une école juive de la même ville. Alors plutôt que de s'effondrer, ce qui aurait été tout à fait normal dans les circonstances, la mère d'Imad a choisi de se servir de sa douleur pour, au contraire, aller à la rencontre de ces jeunes qui sont susceptibles de basculer dans la violence. 40 jours après la mort de son fils, donc très vite, Latifa Ibn Ziaten, une musulmane pratiquante, a créé l'association Imad pour la jeunesse et la paix. Depuis, elle sillonne la France des quartiers dits sensibles pour écouter les jeunes et leur parler d'espoir. Depuis que j'ai entendu ces jeunes dire Merah c'est un héros, Merah c'est un martyr, il a mis la France à genoux, je dis pourquoi ce jeune de 23 ans, autant de haine, de tuer mon fils et tuer cette victime. Et là, je me suis intéressée beaucoup à cette jeunesse et j'ai senti une souffrance énorme parce que on ne donne pas beaucoup l'importance à cette jeunesse, on les écoute pas,
Même dans l'établissement scolaire, je vois, il n'y a pas de mélange. Pratiquement, ils sont à 100% des origines maghrébins ou africains, qu'ils n'ont pas d'espoir, qu'ils n'ont pas de rêve. Quand je pose la question sur leur identité, ils savent même pas qui ils sont. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller dans l'établissement scolaire. J'ai dit, c'est là où il faut y aller, c'est important. Parce que c'est là qu'il faut passer ce message de paix et de comprendre aussi cette jeunesse, comment on peut les écouter, comment on peut les aider, comment on peut les orienter. Vous savez, quand un jeune souffre, c'est là où il tombe dans les pièges. C'est mon travail aujourd'hui d'aller les aider, ces jeunes qui sont seuls, et de les avertir, de les protéger de ne pas tomber dans cette secte de Daesh. Qu'est-ce que vous leur dites ? Moi, la première chose, d'abord, je l'écoute. Je parle de ma souffrance, je parle des valeurs, de la vie, de bonheur, de la réussite. Et c'est là que je vois le jeune, il intéresse plus en plus à moi, le regard déjà, et là il pose des questions. Mais madame, on n'a pas l'habitude de ce discours. C'est la première fois que j'entends des phrases et des mots que vous êtes intéressés à nous. Voilà, moi j'ai pas de rêve parce que je ne peux pas arriver à quelque chose que je ne peux pas l'avoir. Je suis complètement perdue. J'ai besoin d'aide. Et c'est comme ça que l'échange s'ouvre, et c'est là que je peux aider ces jeunes aujourd'hui. Que ce soit n'importe quel pays, que ce soit en Europe ou au Maghreb, je dois tendre la main à cette jeunesse. Avancer, projeter dans la vie, avoir confiance en soi, aimer soi-même pour aimer l'autre. Et ça, c'est très important pour transmettre ça aux jeunes. Même avec ce drame aujourd'hui qui m'a arraché le cœur, que je souffre toute ma vie, je souffrirai toute ma vie. Malgré cette douleur horrible dans notre cœur, il faut avancer dans la vie. Madame Benziatene, vous avez visité combien de villes, combien de cités, combien d'écoles ? J'ai sillonné la France, je l'ai mis de bout à bout. Pour les écoles, je peux vous dire, j'ai témoigné devant 10 000 élèves. Dans les prisons, pareil, il y a une souffrance énorme. Je ne sais pas combien de prisons que j'ai fait. J'ai fait des projets aussi. J'ai ramené des enfants en Israël, en Palestine, pour connaître la religion de l'autre. C'était important. Comment on peut connaître l'autre ? Comment on peut y aller vers l'autre ? Et c'est ça qu'on doit transmettre à nos jeunes aujourd'hui. Comment vous êtes accueillis par ces jeunes dans ces écoles et au-delà des écoles, dans les prisons? Vous parliez de prisons. Je vous assure, quand je me présente devant ces jeunes, eux, ils me voient comme une mère, une deuxième mère pour eux. Quand je vais dans les prisons, parlez pour nous, s'il vous plaît, madame. Et ça me donne plus de courage de m'avancer et de parler pour toute cette jeunesse aujourd'hui. Si je pourrais bouger les montagnes pour eux, je le ferais. Aujourd'hui, on parle d'Internet, mais moi, le jeune qui a tué mon fils, il n'était pas sur Internet. Il était sur la rue, il était rejeté, il était complètement perdu. Et il a fini dans les prisons. Il est devenu un monstre. Pire qu'il est rentré. La cause, c'est de la société. La cause aussi de le gouvernement. La cause aussi de l'éducation. Et on doit travailler tous ensemble, un travail de fourmi, pour sauver ce monde, chacun de nous, pour qu'on avance tous ensemble avec la paix, le bonheur et la réussite. Latifa Ibn Ziaten, fondatrice de l'association IMAD pour la jeunesse et la paix. D'ailleurs, on peut trouver d'autres informations sur cette association et puis sur les autres éléments évoqués dans le reportage de Cléaït Abdallah, y compris la conférence Québec-UNESCO qui avait lieu à Québec la semaine dernière. Sur le site de notre émission, vous aurez toutes les informations et les liens utiles. Cléaït Abdallah, merci. Merci à vous, Michel.